Chers amis, bonjour. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, Monsieur Ehab Badawi, qui est en poste en France depuis maintenant 1 an et demi et qui connaît très très bien notre pays, qui a déjà occupé des fonctions à l'ambassade d'Égypte à Paris il y a quelques années, notamment au service presse. Et sa dernière fonction avant d'être le représentant de l'Égypte en France était d'être le porte-parole du président de la République d'Égypte, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi. Alors, sans plus tarder, Monsieur l'ambassadeur, je vais vous laisser la parole. Si vous voulez bien nous dire quelques mots, puis nous passerons aux questions-réponses et Jean-Claude Azera se propose d'animer le débat. Bonjour à tous, merci Monsieur Pomerant. Je vais essayer d'être assez intéressant, même si il y a une caméra qui tourne. Vous savez, les ambassadeurs, ils sont anti-caméra, anti-enregistrement, mais je vais essayer quand même d'être aussi intéressant comme si elle n'était pas là. Je suis un ambassadeur heureux, puisque je suis là depuis 1 an et demi. Durant cette période, on a eu une coopération bilatérale extraordinaire, non seulement dans le domaine de coopération militaire, qui est très médiatisé, mais dans plein d'autres domaines, culturels, économiques, judiciaires. Je dis vraiment là, il y a une vraie volonté des deux pays pour que nos relations se développent. L'Égypte et la France, c'est une très longue histoire, vous le savez mieux que moi, vous qui connaissez le professeur Grimal et ce domaine extraordinaire. Et je dirais que on est en train de réaliser de plus en plus que ce monde difficile, cette région où l'Égypte se trouve, où on a tous des intérêts majeurs, est en réelle difficulté et qui a un vrai besoin de travailler ensemble. Malheureusement, je dis bien malheureusement, la France fait partie d'une minorité de pays responsables. Donc, heureusement qu'elle est là, qu'elle est responsable, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas aussi responsables. La France a sa présence avec l'opération Barkhane au Sahel. La France a également sa présence dans la coalition contre Daesh. La France ne peut pas tout faire. Elle a ses défis économiques. Mais on aurait souhaité vraiment avoir un monde plus responsable, avec des forces plus responsables. Je prends l'exemple de la Syrie. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la Russie n'aurait pas dû intervenir, que ça gêne cette présence russe. Il y avait un vide, il fallait le remplir. Mais si ce vide n'existait pas, nul n'aurait considéré le besoin de le faire. Donc il y a un vrai manque de leadership sur des dossiers importants et moi je vous dirais la Libye par exemple est un exemple où vous avez un groupe terroriste qui est là, qui est en train de se développer, qui est en train d'avoir encore plus de combattants, d'être encore plus dangereux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de suivre cette situation. Même si on sait très bien que cette Libye est un pays où il n'y a pas d'État aujourd'hui et malheureusement on peut avoir de toute l'Afrique vraiment des immigrants qui pourront passer. Bon, il y a des estimations qui parlent de plusieurs centaines de milliers, j'ose pas dire ça, mais je vous dirais, quelques dizaines de milliers risquent de nous déstabiliser tous. Est-ce que ça aide vraiment si vous avez un 6 pièces et vous avez des rats dans 2 pièces
vous allez mettre des produits pour les tuer et laisser les 4 autres? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que attaquer votre ennemi à un endroit géographique et le laisser dans un autre aide vraiment. Au contraire, ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a augmenté l'effort, si vous voulez, en Irak et en Syrie, on réalise contre Daesh, on réalise que la présence de Daesh est en train d'augmenter en Libye. Donc il y a un déménagement tout à fait logique. Peut-être je vous dirai 2 mots sur l'Égypte et le vécu de l'Égypte contemporaine. On a eu une révolution le 25 janvier 2011. La suite logique après une révolution, c'est que le parti le mieux organisé, qui n'est pas nécessairement le meilleur, va prendre le pouvoir. Donc, les frères musulmans ont eu le pouvoir en Égypte. 1 an après, rien ne va plus. Personne ne veut de ce pouvoir en Égypte. 2 raisons majeures. Une raison principale qui est un amateurisme extraordinaire au pouvoir. Donc, nous qui est un pays quand même qui a une certaine tradition au pouvoir, avec Nasser, avec Sadat, Moubarak, vous l'aimez pas, c'était quand même un président qui est resté très longtemps au pouvoir avec son expérience et son vécu. Et puis on a un président de la République qui dit, c'est diffusé en direct, hein. Il dit, et ce haut barrage éthiopien qu'ils sont en train de construire, et si on le bombardait? Stupéfaction, mais il y a aussi des assistants, des conseillers qui disent, non, 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 Monsieur le Président, ça c'est un travail de service secret. Donc il faut aller par le biais de l'Érythrée, de Djibouti et faire sauter ce barrage. Il y a un ambassadeur d'Éthiopie, bien sûr, en Égypte, qui a vu tout ça, qui a écrit ces télégrammes. Comment voulez-vous qu'on puisse coopérer après avec les Éthiopiens à ce sujet? Mais non seulement cet amateurisme extraordinaire au pouvoir, mais il y avait également ce fait que vous êtes essentiellement frères musulmans, puis vous êtes égyptiens. Et pour beaucoup d'Égyptiens, c'était inacceptable. On est le pays le plus ancien en ce qui concerne un pouvoir centralisé. On est un pays qui a toujours été uni. On est premièrement égyptien, puis on est quoi que ce soit que vous souhaitez. Égyptiens et musulmans, égyptiens et coptes, égyptiens du sud, du nord, mais égyptiens. On n'est pas tribal en Égypte. On est un État qui a toujours existé et qui a toujours lié. C'est cette Égypte qui nous a toujours liés et on n'a jamais eu quoi que ce soit qui pouvait précéder l'Égypte. Mais si vous êtes frères musulmans, vous êtes essentiellement frères musulmans, puis vous êtes égyptiens. Donc nos frères du Hamas ont un problème. Donc concernant leur démographie à Gaza, on va leur donner 60 km² du territoire égyptien pour leur résoudre leurs problèmes démographiques. Désolé, je veux dire, avec toute la sympathie qu'on peut avoir avec les autres, le territoire national reste un territoire national et nul ne peut se donner le droit de le céder à quiconque. Les frères musulmans sont partis, on a eu des élections que malheureusement on ne voit pas nécessairement mention dans les médias français ou occidentaux en général. C'est comme si, donc ce qu'on lit, c'est qu'il y a eu un coup d'État en Égypte. On n'a pas vu les dizaines de millions qui ont pris les rues, on n'a pas vu les élections qui ont précédé. Et il est vrai qu'on a eu un président qui a été élu par un score extraordinaire, un score qu'on n'aime pas tellement. Quand il dépasse les 90%, on commence à se dire, mais est-ce que... Mais oui, mais vous avez connu des situations semblables. Et dans un passé très proche, quand l'identité de la France était mise en question,
vous avez accordé à M. Chirac plus que 80% contre le Front National. Nous, l'identité de notre pays était mise en question. Et on a fait de même. Et quand je vous dis l'identité de l'Égypte, ça veut dire plein de choses. L'Égypte qui a toujours été le pays du rayonnement culturel du monde arabe. Un film arabe est par définition un film égyptien. Seulement il y a une décennie que ça a changé un peu. Mais depuis les années 40, une chanson, un film arabe, il est égyptien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a trouvé que d'un coup, on n'est plus chez soi. On n'a pas droit à voir notre culture rayonner. On a notre héritage, nos antiquités, qui sont vraiment cibles pour de la destruction. On n'est plus nous. Je vais, pour permettre une discussion assez riche et un échange, je vais peut-être terminer par deux petits points. Quels sont les défis de l'Égypte d'aujourd'hui? On a au Sinaï un tout petit triangle, tout petit, mais extrêmement dangereux, où il y a du terrorisme. Il est extrêmement dangereux. C'est l'Afghanistan comme on l'a connu anciennement. Mais c'est vraiment une toute petite zone et elle est encerclée par les troupes égyptiennes. Donc il n'y a personne qui sort de cette région-là. Donc c'est le triangle Rafah, Sheikh Zoued, Al-Arish. À part ça, il n'y a rien au Sinaï. Et je vous invite tous à y aller. Bon, il faudra tout simplement me croire. Mais je n'ai pas mieux à vous dire. Je peux en témoigner. Et puis, on a la Libye à côté, un pays avec lequel on partage 1200 km de frontières. C'est un pays où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pouvoir vraiment, et où le risque sécuritaire est énorme. Et parfois, on est un peu choqué. Bon, nous, en Égypte, on n'a pas beaucoup de gris, c'est du blanc ou du noir. On est comme vous, on considère que la religion ne devrait pas avoir quoi que ce soit avec la politique. Par contre, il y a beaucoup en Occident qui considèrent que chez nous, mais seulement chez nous, la religion doit avoir un rôle. Et donc, on utilise des termes magnifiques comme il faut être inclusif, par exemple. Et en utilisant ce terme magnifique d'inclusivité, même si on n'est pas inclusif, ni vous, ni nous, dans nos sociétés, puisqu'on a des hôpitaux pour les malades mentaux et on a des prisons pour des criminels. Et s'il y a un terroriste dans un pays, et vous me dites, mais il faut être inclusif, il faut quand même qu'il fasse partie de l'avenir de son pays. Désolé, quand il y a quelqu'un que la CIA, par exemple, a livré à M. Kadhafi en 2004 parce qu'il était terroriste, et vous me dites qu'il doit avoir sa place dans le futur de son pays aujourd'hui, alors qu'il n'a pas changé de pratique, on a du mal à comprendre le raisonnement. Moi, je vous dirais que des islamistes modérés, ça n'existe pas. S'il vous plaît, méfiez-vous, ça n'existe pas. Vous êtes en train de dire c'est faux, tout simplement. Il y a des musulmans, je me considère comme un musulman modéré, et puis il y a des islamistes. Les islamistes sont des gens qui utilisent la religion pour des fins politiques. Si vous utilisez la religion pour des fins politiques, c'est que vous êtes un idéologue. Si vous êtes idéologue, par définition, vous ne pouvez pas être modéré. Si je suis communiste, je n'ai rien contre les communistes, au contraire, j'apprécie beaucoup des principes communistes. Mais si on est communiste, point. Je veux dire, on ne peut pas être communiste modéré.
on est communiste, on loge communiste, on mange communiste, on vit communiste. On ne peut pas être communiste modéré. Pardon. Et donc si votre objectif est le califat, l'état de Dieu, vous ne pouvez pas être modéré. Vous ne pouvez pas m'accepter, ni moi, ni les Coptes d'Égypte. Parce que nous, on ne fait pas partie de votre groupe, de votre idéal. Et donc, ou bien je suis avec vous, si je ne suis pas avec vous, je suis par définition contre vous. Je n'ai pas ma place dans votre société. En Égypte, 74 églises ont été incendiées, personne n'a rien vu. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Pourquoi ces médias professionnels de l'Occident n'ont rien vu pendant une semaine? Nous, ça nous a perturbés un peu. Mais vous n'avez rien vu? Toutes ces boîtes extraordinaires, que ce soit toutes ces boîtes occidentales, n'ont rien vu. Et puis, une chose qui est extrêmement importante, si jamais un islamiste vous semble modéré, dites-vous tout de suite, c'est tactique. La stratégie, elle est la même. Et si jamais il y a un recul, c'est un recul tactique. On l'a vu dans un pays de notre région où le pouvoir frère musulman a décidé de reculer un peu quand il a vu ce qui s'est passé en Égypte. Donc, au lieu de tout perdre, on va quand même minimiser les dégâts et reculer un peu. Je vais peut-être m'arrêter là et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous voulez bien. Merci. Merci. Oui, Louis Berreur, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et ma question concerne l'archéologie égyptienne. Je voulais savoir si lors des événements de ces dernières années, il y a eu beaucoup de destruction, de pillage, et si les musées égyptiens et tous les nouveaux musées égyptiens que vous créez sont dans un état, en bon état aujourd'hui. Merci. Effectivement, malheureusement, il y a eu beaucoup de pillages. Pas beaucoup de destruction nécessairement. Et je me rappelle de ces magnifiques chaînes humaines qui étaient créées pour protéger donc, le musée du Caire. Lors de la révolution du 25 janvier, c'était magnifique, c'était spontané, c'était des gens qui tenaient à protéger leur patrimoine. Mais il est vrai, malheureusement, il y a eu beaucoup de pillages et peut-être je profiterai pour saluer la France puisque on vient de nous rendre il y a quelques mois 233 pièces qui ont été retrouvées avec 2 passagers donc, qui venaient de l'Égypte. Au niveau des musées, bon, on a un magnifique grand musée, c'est un vrai projet pharaonique, comme on les aime bien. On a des vrais défis au niveau du financement, mais ça sera le plus grand musée du monde. Ça sera enfin le musée qui va permettre que, au lieu d'avoir nos magnifiques statues dans des hangars ou des souterrains, de les exposer finalement dans un vrai musée. Bon. Un musée au Caire? Oui, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il est énorme, vraiment énorme. Je ne vais pas vous dire le chiffre exact, mais c'est vraiment un projet grandiose. C'est le projet qui va nous permettre finalement d'avoir tous nos antiquités exposées pour ceux qui souhaitent bien les visionner. Où en est le nouveau directeur des antiquités? Est-ce qu'il y a eu une réorganisation des antiquités en Égypte? Oui, il y a eu une réorganisation, mais je ne dirais pas que c'est une réorganisation vraiment majeure.
Mais je peux vous dire que dernièrement, on a eu le directeur du musée du Caire, donc, qui a été nommé ministre donc, des Antiquités. Je peux vous dire aussi que je travaille avec des amis français sur un projet où on utilise un engin qui s'appelle l'histopade. Et donc ça ressemble un peu, c'est une tablette que vous pouvez tout simplement l'utiliser en visant une statue. Et là, vous avez l'historique de cette statue, mais également où vous pouvez avoir, en se basant sur des données scientifiques confirmées, vous pouvez par exemple viser le mur d'un bâtiment et vous avez ce bâtiment, quand il a été construit, comment il était, son entourage. Bon, c'est magnifique et j'espère qu'on pourra vraiment faire ce travail. Et là, en se basant sur les données françaises, les musées où on a utilisé cet engin ont doublé de fréquentation. Monsieur l'ambassadeur, si vous me permettez d'ajouter un mot, j'aimerais vous dire qu'il y a actuellement une formidable opération qui est baptisée Scan Pyramids, qui a pour but d'étudier non seulement les pyramides, mais d'autres sites égyptiens par des voies tout à fait non invasives et diverses, par drone notamment. L'armée a accepté le survol des pyramides de certains sites par drone et cela devrait contribuer à retrouver et à expliquer éventuellement l'origine et les modes de construction des pyramides. C'est une opération qui est placée sous l'égide de Monsieur le ministre des Antiquités, qui est un professeur éminent et tout à fait compétent. Jean-Claude Attra, sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous nous avez brièvement résumé l'histoire récente de l'Égypte depuis la Révolution. Ma question toute bête est la suivante. Ces gens qui, après la Révolution, ont voté, en gros, pour les frères musulmans, ils ont disparu. Je veux dire, où est cette opinion qui a souhaité porter les frères musulmans au pouvoir? Et si j'ai bien compris, à l'époque, il fallait faire une différence assez forte entre le vote des villes et le vote des campagnes, peut-être. Vous estimez qu'ils n'ont plus aucun soutien en Égypte ou qu'ils en ont encore un? J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit quand vous dites « cette opinion ». Parce que beaucoup de non-égyptiens se demandent, ou plutôt considèrent que ce n'était pas une opinion, c'était des frères musulmans. Alors, les frères musulmans, je ne vais pas vous dire des chiffres, on risque de se tromper. Je vous dirai quelques centaines de milliers en Égypte. 2, 3, 4, bon, on peut discuter un peu. Mais l'ex-président de la République, frère musulman, a été élu par plus de la moitié des voix des Égyptiens. Ce n'étaient pas des frères musulmans. Je peux vous dire que je pouvais en faire partie. J'ai hésité. Pourquoi? Parce que nous, Égyptiens, on s'est fait un choix très difficile. On a ramené le dernier Premier ministre de Moubarak et donc un frère musulman. Et moi, après une si belle révolution, je dois choisir entre ces deux-là. J'aurais bien aimé avoir un meilleur choix quand même. Mais bon, mais c'est comme ça. C'est ce que les Égyptiens ont souhaité et on a eu donc ce choix-là. Comme si vous regardez ailleurs, il y a des élections qui se préparent. Il y a des choix parfois qui sont très difficiles à imaginer même. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et finalement on accepte le choix des peuples. Donc, il y a eu cette élection et puis après il y a eu un vrai choc, un choc extraordinaire. Et quand je vous dis on est un pays qui a une vraie tradition au pouvoir, après vous voyez ce pouvoir, je veux dire, moi je suis fils de militaire. Et quand je vois que M. Morsi, lors de l'occasion des célébrations de notre guerre du 6 octobre 1973, il ramène à côté de lui en tribune les assassins de Sadat, moi ça me dépasse.
alors que les généraux qui ont fait cette guerre que Sadat a dirigée ne sont pas là. Je veux dire, l'histoire, vous ne pouvez pas la changer. Même si vous êtes le président de la République, désolé, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez pas vous procurer une victoire à laquelle vous n'avez jamais contribué, participé. Ça, c'est un simple exemple. Quand vous me dites « on a résolu le problème des ordures du Caire à 40%. » Mais ça veut dire quoi, ça? Vos chiffres, vous vous basez sur quoi? Moi, je vois les ordures telles quelles, elles sont les mêmes dans la rue, peut-être elles augmentent seulement, et vous êtes en train de me dire, voilà, on est à 42% aujourd'hui. C'est du n'importe quoi, c'est tout simplement on occupe un peu le peuple, mais tout le monde occupe le peuple. Il y en a qui le font avec beaucoup de classe, avec beaucoup de mérite, avec beaucoup de finesse. Et il y en a qui le font un peu trop cru et d'une manière non professionnelle. Donc, le pouvoir frères musulmans n'était plus acceptable. Moi, je me rappelle, on a eu une réunion en Égypte, je vous l'enverrai, je vous enverrai la vidéo où, je veux dire, on a le président de la République avec, je ne sais pas, une trentaine. Bon, votre apparence physique, elle est la vôtre, vous faites ce qui vous semble bon. Mais j'avoue que il y a quand même quelques... je vous prends en compte, monsieur. Mais vous aviez une présence, vous aviez un gouvernement qui ne semble pas vraiment un vrai gouvernement. On était sous l'impression qu'on était dans une grande mosquée où on est en train d'appeler au djihad en Syrie. Je veux dire, c'est pas un État comme nous, on l'a connu et comme on le souhaite. On est un pays qui a toujours eu ses institutions, qui a toujours eu ces traditions, et là tout d'un coup on sent qu'on est gouverné par une équipe d'amateurs qui ne savent pas quoi faire, qui ne représentent pas l'Égypte, qui n'ont pas les mêmes valeurs que... Je veux dire, et vous avez des gens, encore une fois, moi je vous dis, parmi par exemple mes amis d'école, parce qu'on est restés soudés, on se retrouvait une fois tous les 2-3 mois à dîner ensemble, j'en ai eu 7 amis de classe qui ont quitté l'Égypte, définitivement, durant cette période. Il y en avait 5 coptes, mais il y en avait également 2 musulmans. Est-ce que c'est ça le pays qu'on souhaite que nos enfants vivent là-dedans? Est-ce que ce sont ces valeurs-là? Est-ce que on considère vraiment qu'il est... vous avez un monsieur qui vous dit, quand vous rentrez aux toilettes, assurez-vous que vous ne rentrez pas avec votre jambe droite en premier. Je veux dire, on a tellement de problèmes dans notre vie, on attend du pouvoir beaucoup plus, je veux dire, des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus... Donc l'islamisme n'a plus de base dans l'opinion égyptienne? L'islamisme ne devrait pas avoir une présence en Égypte, c'est ça la politique du gouvernement actuel. On a un parti salafiste, qui est le parti Al-Nour, qui n'est plus salafiste, ou du moins il le dit. Donc ce que l'Égypte dit à ses citoyens aujourd'hui, c'est que vous avez le droit, y compris les frères musulmans, vous avez le droit de faire de la politique. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas la religion en faisant de la politique. N'abusez pas de cette religion. Vous êtes un parti politique tout simplement. Et surtout concernant les frères musulmans, puisque ça a été nommé en tant qu'organisation terroriste, n'utilisez plus cette étiquette. Donc si vous êtes un frère musulman qui n'a pas du sang sur les mains,
Vous êtes invité à participer dans la vie politique de l'Égypte, mais utilisez une autre étiquette. Appelez-vous ce qui vous semble bon, mais pas cette appellation. Je suis Bernard Bougel. Pendant que nos yeux sont braqués sur Daesh et ce qui se passe en Syrie, il y a quand même un autre conflit qui a encore lieu, c'est celui entre la Palestine. Enfin, à propos de la Palestine, l'Égypte a toujours été partie prenante dans les processus, les divers processus, on se rappelle Camp David, Oslo, etc. Quel rôle l'Égypte pourrait jouer aujourd'hui pour rendre pour pacifier cette région? Le processus de paix est une vraie priorité égyptienne et comme vous l'avez souligné, ça a toujours été un dossier que l'Égypte était prête à contribuer à tout moment. Et on travaille avec la France donc sur l'initiative que la France a bien voulu faire, mais il est vrai que si on souhaite vraiment avoir la paix, il faudra s'assurer que tout le monde souhaite la paix. Et en ce qui concerne les parties prenantes, il y a eu toujours une certaine capacité de résilience, capacité de dire non, on n'en veut pas, on ne peut pas, on n'est pas prêt maintenant. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas les pays les plus importants dans ce monde être en capacité d'exercer les pressions nécessaires pour une telle paix, mais également au niveau de l'opinion publique. Dans les pays concernés, on ne sent pas que la paix est souhaitée ou une nécessité à ce stade. Et du moment que vous n'avez pas cette situation, du moment qu'un gouvernement ne sent pas une pression interne pour aller faire la paix, ni une pression externe non plus, on peut toujours essayer. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas essayer, mais tout en sachant que il y a quand même un vrai défi de pouvoir faire la paix si les parties concernés ne la veulent pas nécessairement. Oui, Étienne Coppel, ancien pilote de l'armée de l'air et actuellement vice-président du Haut Comité pour la défense civile. Monsieur l'ambassadeur, en gros, pourriez-vous nous expliquer le conflit du Yémen? Ça, c'est un vrai défi. Alors là, j'aurais souhaité vraiment que la caméra ne tourne pas, mais je vais quand même m'approcher un peu. Écoutez, moi, je n'aime pas les guerres. Même si vous avez raison. Parce que le résultat n'est pas nécessairement magnifique. Parce que vous laissez des traces, des générations qui vont... vous allez avoir des enfants qui ont perdu leurs parents durant cette guerre, leur père, qui vont ne pas aimer leurs voisins. Et en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, quand dans les régions tribales, vous avez une tribu. Entre nous et le Soudan, on a des tribus qui sont divisées. Vous avez des gens qui sont égyptiens, d'autres qui sont soudanais, alors qu'ils sont membres de la même tribu. Parce que la ligne des frontières a décidé de se tracer dans cette zone. Et elle a dit, donc vous avez un qui a un passeport soudanais et un autre qui a un passeport. Et là également, c'est la même chose. Entre le sud de l'Arabie saoudite et le nord du Yémen, vous allez retrouver beaucoup de gens de même famille. Voilà, c'est ça le problème du Yémen. Et non, il y a deux manières de voir la chose. Moi, je n'apprécie pas tellement cette approche de voir que c'est une confrontation chiite-sunnite.
Bon, d'autre part, il est vrai qu'on a 4 dossiers, 4 problèmes dans 4 capitales de cette région où on trouvera cette équation chiite-sunnite. Pardon? Pardon. Donc, Liban, Irak, Yémen, et vous verrez ça également en Syrie. Il y a des pays que beaucoup considèrent qu'ils sont en train d'exercer leur propre pouvoir dans cette région pour la bloquer, pour confirmer leur rôle régional, pour être payés en contrepartie, recevoir des récompenses. Bon. Moi, j'espère que on n'est pas parti sur une confrontation sunnite-chiite. Ce n'est pas dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre. Cette région ne peut plus supporter une confrontation majeure. Bon, malheureusement, nous, on attire toutes les guerres chez nous, dans cette région. Personne ne fait plus la guerre, sauf nous, sauf notre région. Il faudra que cette exception change un peu. Pas parce qu'il faudra que les autres fassent la guerre, mais il faudra que nous, on la fasse moins. Je veux dire, quand vous regardez cette région, le Soudan s'est divisé en 2. Je ne suis pas sûr que c'était pour le mieux, parce que vous avez un Sud, je crois qu'il souffre beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Un autre Soudan qui a ses défis, ses difficultés. Une Libye, vous la voyez bien. La Tunisie, vous savez de quoi il s'agit. L'Algérie, j'espère qu'ils auront, et on est sûr que c'est un pays qui restera stable et qu'il aura sa transition le moment venu en toute stabilité et sécurité. Bon, vous partez de l'autre côté, vous avez quoi? Syrie, Irak, une Jordanie très fragile, qui est debout, mais qui est extrêmement fragile. Les pays du Golfe, avec un pouvoir chiite, je veux dire, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et puis après, vous vous demandez, mais où est-ce qu'il y a ailleurs une guerre? Non, il n'y a nulle part. C'est seulement ici. Peut-être cette région a eu la malédiction d'avoir quelques richesses qui la rend plus difficile à vivre, qui rend la vie de ses propres citoyens un peu plus difficile. Mais en ce qui concerne le Yémen, un dernier point que je vous dirais, en ce qui nous concerne, c'est la sécurité de la mer Rouge. Et nous, le canal de Suez est une source majeure de nos revenus et donc on fera tout pour s'assurer que la mer Rouge est vraiment en sécurité, Bab el-Mandeb jusqu'au golfe de Suez. Et c'est ce qui justifie la présence égyptienne de forces navales dans cette coalition. Donc on n'a pas de troupes terrestres, mais on a une présence navale. Jacques Blamont, Monsieur l'ambassadeur, les accords de 1929 et 1956 sur la répartition des eaux du Nil sont maintenant considérés comme caducs par vos voisins du Sud. La construction du barrage Renaissance par l'Éthiopie va fortement baisser le débit du Nil bleu. Est-ce que le gouvernement égyptien considère comme une priorité une politique d'adduction d'eau? N'y a-t-il pas là une menace, d'autant plus que la population va fortement augmenter? Vous y avez déjà un peu fait allusion tout à l'heure. L'Égypte est le don du Nil. S'il n'y a pas le Nil, nous on meurt. Je veux dire, il ne faut pas... Et nos amis éthiopiens ont décidé de créer un barrage
alors que l'Égypte était un peu secouée en 2011, ils ont pris la décision de créer rapidement un barrage avec un bassin de 14 milliards de mètres cubes d'eau. Ils ont décidé de passer de 14 à 74 milliards de mètres cubes. C'est un bassin énorme et d'après nos experts, si jamais ce barrage s'écroule, le niveau de l'eau serait de 27 mètres en 6 heures à Khartoum. C'est énorme. 27 mètres, c'est un immeuble de 9 étages. Khartoum, c'est à plusieurs milliers de kilomètres. Et ça va vraiment raser tout ce qui sera dans son passage. Nous, on dit à nos amis éthiopiens, on ne dit plus ce que disait l'ex-pouvoir frères musulmans, on va vous bombarder, on va vous faire sauter le barrage, mais on dit, vous avez le droit au développement et nous, on a le droit à la vie. L'Égypte gagne tous les ans 2 600 000 nouveau-nés. Donc dans 10 ans, on va gagner 26 millions. Oui, 26 millions. On serait un pays de 120 millions d'habitants. Il est vrai que nos ressources en eau sont presque limitées au Nil et nous suffisent à peine aujourd'hui. Il est vrai aussi qu'on pourra être un peu plus efficace, nous, Égyptiens, dans notre consommation. Mais ce qui nécessite aussi des investissements. Et là aussi, la France est très bien placée avec ses sociétés, avec Suez Environnement et autres. Et on travaille ensemble là-dessus. Mais il y a un coût. Et quand je vous disais tout à l'heure les défis de l'Égypte, bon, il y a 4 défis essentiels. Donc l'Est, avec le Sinaï, le terrorisme extrêmement dangereux qu'il y a là. L'Ouest, en Libye. Il y a le Sud, donc le Nil. Et puis il y a un 4e défi qui est les ambitions de ces Égyptiens qui ont fait 2 révolutions en 3 ans, qui s'attendent à une meilleure vie, qui s'attendent à un emploi. Donc, nous, ce qu'on dit à nos amis éthiopiens, vous avez le droit d'avoir votre barrage, on risque même d'être votre client et de vous acheter un peu d'électricité, mais s'il vous plaît, assurez-vous que cette construction est assez solide, puisque vous êtes en train de la bâtir dans une zone sismique, en plus rocheuse. Donc tout ce qui aide à ce que ce barrage ne soit pas vraiment très solide. Un deuxième point, s'il vous plaît, en remplissant ce barrage, vous savez très bien que chaque goutte que vous allez mettre dans ce barrage est une goutte que vous nous privez, dont vous nous privez de cette goutte. Et donc, si vous allez le remplir dans 12 ans, c'est excellent. 9 ans, ça va. 6 ans, ça va nous... Il y aura un prix, mais on peut s'en passer. 3 ans, on meurt. Et on ne va pas accepter de mourir. S'il vous plaît, on compte sur vous pour que vous puissiez avoir votre barrage et que nous, on puisse également vivre. Et il ne faut pas nécessairement nous pousser dans cette équation pour considérer que est-ce qu'on doit mourir pour vous et pour ce barrage. Et je veux dire, on est dans un esprit extrêmement positif. On souhaite vraiment qu'ils aient ce barrage. On souhaite que toute cette Afrique soit développée, parce que le plus qu'il y a un développement, le mieux pour l'Égypte et pour toute l'Afrique. Mais dans ce domaine-là, ça sera vraiment extrêmement dangereux. On a une démographie galopante extraordinaire. Malheureusement encore, on a nos différences culturelles. On est différents. On est différents que les Chinois, par exemple. On ne pourra pas dire aux Égyptiens, bah, écoutez, votre premier fils, garçon, fille
on la prend en charge, le deuxième, non. Non. Après 2 révolutions, vous ne pouvez pas dire aux gens, non, l'État ne vous donne plus ça. Donc, les ressources humaines, c'est magnifique, c'est une vraie richesse. Bon, il faut savoir la gérer, il faut avoir les capacités nécessaires de le faire. Et je dois vous avouer que peut-être je me trompe. Moi, personnellement, je crois qu'il y a quand même quelques exceptions. Moi, je considère que la Chine est une exception. Les ressources humaines à l'infini, on a des défis après pour pouvoir gérer. Bon, vous, pays développé, vous vous contentez tous les ans de faire une couche de peinture dans vos écoles et de changer quelques écrans. Moi, j'ai vu le ministre de l'Éducation dire au président de la République, Monsieur le Président, la semaine prochaine, on va engager 50 000 professeurs pour les nouvelles 1100 écoles. Mais c'est du n'importe quoi. Je veux dire, on arrive à construire les murs, oui, mais quelle éducation là-dedans? Engager 50 000 professeurs en une semaine, mais comment vous allez les engager? Et comment faire le suivi? Donc, un de nos vrais défis, c'est de réduire la population, d'avoir les Égyptiens accepter le fait qu'une petite famille peut aider à avoir une meilleure éducation à ses enfants, une meilleure vie et tout, mais c'est un message qui est très difficile à faire passer. Il y a une propagande sur ce thème? Lequel? Le fait d'avoir des familles plus réduites? Plus maintenant. Mais il y en a eu pendant des années, des années. Bon, on a le président de la République qui dit, par exemple, alors qu'il intervient à une certaine occasion, qui dit, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça. Mais une vraie propagande, non. Mais aussi, sachez que nous, on a dorloté un peu trop les Égyptiens, sans vraiment les dorloter. Je m'explique. Le pain est subventionné. Il est tellement bon marché qu'il est moins cher que la nourriture animalière. Donc, les gens achètent le pain subventionné pour nourrir leurs canards. Et vous êtes sous l'impression que vous êtes en train de rendre un service énorme à votre peuple. Vous subventionnez le pain. Oui, mais les gens ne mangent pas ce pain. Il est trop subventionné, beaucoup plus que nos besoins, et gare à vous si vous touchez. Et Nasser avait limogé un ministre parce qu'il a augmenté le prix de l'équivalent de votre baguette d'1 centime. Le prix de l'eau n'est pas correct. Il est trop bas. Et si jamais le prix de l'eau est moins cher que le prix du plombier qui va venir changer ce petit caoutchouc, qui va arrêter, si on le change, qui va arrêter que l'eau coule, je vais laisser l'eau couler, moi. Je ne vais pas aller changer. Si l'eau coûte 2 fois rien, ce n'est pas la peine de la réparer, qu'elle continue à couler. Et on a un vrai précédent. Je suis un fervent admirateur du président de la République actuel. Mais je vous dirais, c'est vraiment un précédent. C'est le seul et unique président qui a décidé d'annuler les subventions. Et il a annulé une part substantielle au niveau des subventions de l'essence. Et c'est la plus dangereuse. Parce que là, vous la verrez partout. Vous la verrez dans le prix des légumes, transport. Vous la verrez dans le prix du métro, les déplacements, comment dirais-je, les transports en commun, tout. Et finalement, si moi je roule avec un V12 en Égypte, je suis la personne la mieux, celle qui bénéficie le plus des subventions de cette énergie. Vous imaginez, je suis un vrai millionnaire qui a une Mercedes V12 et le gouvernement me subventionne de 2 000 € par mois pour mon véhicule, alors que vous qui avez une toute petite voiture, on vous subventionne nettement moins, et celui qui n'a pas de voiture, malheureusement, n'est pas subventionné. Mais c'est n'importe quoi. Philippe Bois,
Monsieur l'ambassadeur, il y a un pays qu'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à maintenant, c'est les États-Unis. Non, on l'a évoqué plusieurs reprises. Oui, mais indirectement. Donc, ouais, j'aurais une question peut-être un peu plus directe. On sait que l'armée avait beaucoup reproché à l'administration Obama de son manque de soutien pendant la Révolution. Donc ma question, c'est comment qualifieriez-vous aujourd'hui la relation entre les États-Unis et l'Égypte, et aussi quelle est votre interprétation du retrait relatif qu'on observe aujourd'hui des États-Unis dans la région? Bon, je vais profiter pour parler un peu de cette paix qu'on a eue avec Israël, une paix qu'on a eue avec les accords de Camp David, une paix qui a été testée très sévèrement. Des Égyptiens ont tué des Israéliens sur les frontières, des Israéliens ont tué des Égyptiens sur les frontières, mais les deux pouvoirs ont eu le sang-froid nécessaire, la sagesse nécessaire pour que cette paix tienne. Et donc cette paix, elle est là pour durer. Dans le contexte de cette paix, il y a eu les accords donc, ont accordé à l'Égypte et à Israël une certaine assistance militaire. Et cette assistance militaire, l'Égypte l'a toujours eue tous les ans, jusqu'à ce que on a eu donc notre deuxième révolution, et là on a vu que les choses commençaient à... Bon, on fait la guerre contre le terrorisme au Sinaï, il s'avère que l'équipement le plus efficace, c'est les hélicoptères Apache. On n'est pas livré. Mais on fait la guerre vraiment contre des vrais terroristes. Hein. Ce n'est pas nous qui les avons créés. Parce que les vrais terroristes, les vrais djihadistes, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais c'est en Afghanistan qu'on les a connus. La vraie création, c'est en Afghanistan. Bin Laden, c'est l'Afghanistan. C'est malheureux pour nous de voir notre religion manipulée et de créer par le biais de cette religion des monstres, et puis après vous me reprochez que ce sont les miens. Mais ce n'est pas moi qui les ai créés, ces monstres djihadistes. Ils ont été créés en Afghanistan, et depuis, ils sont là, ils sévissent, ils se reproduisent. Oui, mais logique, mais nous, on n'a pas connu ça en Égypte. Même avec les frères musulmans, quand ils ont voulu assassiner Nokrashi Basha, c'était vraiment avec un revolver, un peu à la bosniaque. Mais on n'a pas eu le vrai djihad, ces termes-là, on ne les a pas connus. Donc, on fait la guerre contre le terrorisme et on souhaite être livré des armes nécessaires. On n'a pas été livré. La relation avec les États-Unis est une relation extrêmement importante, une vraie relation stratégique. Là-dessus, sur ce point, les choses ne marchaient pas très bien. Bon, tant pis, on va faire la guerre quand même avec ce qu'on a, en espérant que vous allez reconsidérer, que vous allez livrer aux Égyptiens ce qu'il faut, mais sachez aussi que pendant 30 ans, nous, on n'a jamais considéré acheter une cartouche d'ailleurs. Cette fois-ci, les choses vont changer un peu. Et donc, on va acheter ailleurs. On va... ou des Rafales. Ou des Kamov russes. Ou des systèmes anti-aériens russes. Je veux dire... N'importe. Mais je veux dire, nous, on a des besoins militaires. On ne va pas se permettre d'être dans la situation de la Syrie. On ne va pas se permettre d'être dans la situation de l'Irak. Et sachez que si l'Égypte s'écroule, je ne peux pas imaginer le nombre de dégâts
qui va se faire. Pas parce que je suis égyptien, s'il vous plaît, pas parce que je suis l'ambassadeur d'Égypte, mais tout simplement parce que je suis quelqu'un qui se demande 90 millions d'habitants, le nombre de dégâts qu'ils pourront faire dans une telle région, le rayon de dégâts. Avec la Libye et la Syrie, il y a eu, allez, on va dire 4 fois 2, donc 8 millions maximum. Le nombre de dégâts, si l'Égypte s'écroule, il serait énorme, parce qu'en plus, on ne va pas s'écrouler seul. On va prendre 2-3 pays à côté qui vont descendre avec nous, tout de suite. Je veux dire, il y a des pays, des petits pays dans la région, ça va durer 48 heures. 90 millions de personnes. Donc, et moi je dis à mes amis français, on vous a rendu un service énorme du simple fait que l'Égypte a refusé de s'écrouler. Parce que si l'Égypte s'écroule, il y aura un dégât énorme dans la région. On a appris que, je veux dire, notre défense est une priorité. Et moi aussi, je vais utiliser ça pour vous savez, quand j'étais à l'université, j'avais appris Abraham Maslow's Hierarchy of Needs, l'hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Et ce monsieur dit que les besoins humains, premièrement, c'est la sécurité. Ça, c'est le besoin numéro 1. Deuxièmement, c'est les besoins biologiques. Manger, boire, dormir, ainsi de suite. Troisièmement, belongingness needs. C'est le fait de se sentir faire partie d'une société, d'un groupe. Quatrièmement, self-esteem, c'est de se sentir apprécié, estimé. Et puis, cinquième, c'est d'être le plus... Je veux dire, si vous êtes un musicien, c'est de devenir Mozart. Voilà, c'est ça le cinquième. Ce premier besoin, il faut qu'il soit satisfait en premier lieu. Donc, ce besoin de sécurité. Et il est vrai que si je vous laisse 3 jours sans manger, et puis vous êtes dans cette forêt en face d'un lion, vous n'avez plus faim. Le vrai défi, c'est le lion, c'est la sécurité. Et on oublie sa faim. Nous, en Égypte, on est entre l'étape 1 et l'étape 2. Il y a des gens qui souhaitent s'assurer de leur sécurité dans une région très difficile, dans une région où on ne voit que des gens qui sont en train de s'écrouler, et de manger, nourrir les gens. Je vais profiter pour vous raconter une histoire assez intéressante. Je travaillais dans un centre de formation sur le maintien de la paix en Afrique. Bon, c'est un petit détail. Mais ce centre-là, il était à la place Tahrir. Et on a ce qu'on appelle le club diplomatique, qui est un des clubs du ministère des Affaires étrangères. Donc je passais place Tahrir pour aller déjeuner. Et je trouve 3 jeunes Égyptiens de l'université américaine du Caire qui étaient en train de manifester très gentiment, très correctement, avec des panneaux des droits de l'homme, des messages. Il y a un menuisier qui passe avec sa Vespa, et qui a les bâtons là. Il s'arrête, il recule, il dit « Jeune homme, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, rentrez chez vous. » On avait vécu une année où tous les matins on se lève et il y a des confrontations, des gens qui se lancent des pierres, des cailloux, il n'y avait rien. Les magasins étaient fermés, donc c'était vraiment catastrophique. Et lui, il dit « Mais jeune homme, s'il vous plaît, vous avez le luxe de manifester. Moi, j'ai pas. Moi, je dois travailler pour nourrir mes enfants. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît, rentrez chez vous. » C'est ça je veux dire. Et quand on parle des droits de l'homme, il est malheureux, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent des droits de l'homme comme
on les voit en Occident. Bien sûr qu'ils sont importants. Et nul ne peut dire qu'ils ne sont pas importants. Mais où est-ce qu'ils se trouvent dans les priorités des gens? Moi, je vous dis, en Égypte, les gens essentiellement veulent nourrir leurs enfants. Et puis après, quand on arrive à ce stade, on commence à chercher ce self-esteem. Donc, mais là, c'est une autre étape un peu plus lointaine, dans un niveau de maturité économique essentiellement. Juste un petit complément, si je peux me permettre, toujours sur les États-Unis. Il n'y a plus, comment dirais-je, l'Égypte reçoit encore des messages ou des conseils des États-Unis, ou c'est un grand vide? Tout à l'heure, vous faisiez allusion, par exemple, au concept d'islamisme modéré, qui me semble venir tout droit de Washington. Mais est-ce qu'il y a encore un intérêt qui se manifeste de la diplomatie américaine pour l'Égypte? Bien sûr, et vice-versa. Et vice-versa. Et l'Égypte s'intéresse aux États-Unis. Et il ne faut jamais oublier que les États-Unis est vraiment une puissance mondiale. Bien sûr qu'on s'intéresse, mais moi je vous dirais ce que j'avais dit peut-être un mois après que le président Sisi a pris le pouvoir, alors que j'étais porte-parole, j'ai dit l'Égypte s'intéresse à sa relation avec les États-Unis autant que les États-Unis s'y intéressent. On ne va pas faire ni plus ni moins. Je veux dire, on a les bras ouverts, mais il y a des concepts qu'on n'accepte plus. Les islamistes modérés, non. Si vous venez aider nos ONG, s'il vous plaît, faites-le. Mais assurez-vous que vous respectez les lois égyptiennes. S'il y a un prix qu'on doit payer dans les médias au niveau de l'image de l'Égypte, oui, tant pis. Je veux dire, vous avez des pays, vous avez des lois, et elles sont là pour être respectées. S'il vous plaît, sachez que nous aussi, on peut, comme vous, être aussi mûrs et avoir des lois et souhaiter qu'elles soient respectées. Et nous, on n'a rien contre le financement des ONG. Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'on sache, bon, premièrement, que cette ONG soit enregistrée. C'est quand même logique. Deuxièmement, on vous demande que si vous allez la financer, qu'on sache dans quel domaine et c'est combien le montant. Je crois que c'est tout à fait correct. Il n'y a pas... Mais quand on réalise que les États-Unis ont dépensé en 18 mois le triple de ce qu'ils ont dépensé en 20 ans dans ce domaine, ça mérite quand même considération. Oui, bonjour Anne Beaufumé. Je voudrais changer de registre et passer à la sociologie, c'est-à-dire éventuellement à des impacts démographiques chez vous. Les médias français parlent peu de l'Égypte, vous l'avez dit. Et il y a eu il n'y a pas longtemps un article très intéressant dans Le Monde qui parlait de la lutte des taxis contre les VTC au Caire. Donc on connaît bien ça à Paris. Sauf qu'au Caire, il y a un truc intéressant, c'est que les VTC se sont positionnés sur un truc très simple, c'est la sécurité, pour revenir à la pyramide de Maslow, des femmes. Donc moins de harcèlement sexuel des femmes, etc. Donc symptomatiquement ou anecdotiquement, cet événement me fait penser quel est le rôle des femmes aujourd'hui en Égypte. Les 45 millions d'Égyptiens qui sont des femmes ont quelle place et quel avenir vous voyez, ou quelle influence de la femme sur l'avenir de l'Égypte plutôt, des femmes. Voilà, merci. Merci. Je vous dirais que les hommes sont en réelle difficulté en Égypte aujourd'hui, puisque bon, la femme en Égypte, mais c'est pas seulement aujourd'hui. Hein. La femme en Égypte a toujours eu sa place depuis très longtemps. Moi, je vous dirais que depuis plus que 30 ans, on a des femmes ministres. On en a toujours aujourd'hui. La femme est juge, la femme est ministre, la femme est policière, la femme est tout ce que vous pouvez imaginer, sauf l'armée. Elle est dans l'armée, mais dans les hôpitaux. Mais elle n'est pas vraiment en tant que combattant.
Peut-être que ça va évoluer un jour, mais je peux vous dire qu'elle est dans tous les domaines. Ce qui est sûr, c'est que la femme au gouvernement, elle a les mêmes droits qu'un homme, elle a peut-être un peu plus, puisqu'elle est payée une maternité, elle est payée, mais elle a tous ses droits, donc... Non mais... Pardon? Il y en a beaucoup. Des femmes ministres. Des femmes ministres, il y en a beaucoup, bien sûr. Pourquoi vous dites ça? Non mais ben justement, c'est ça l'impression que vous me donnez. C'est pour ça que vous faites venir. Mais non, je vais vous dire que déjà la femme qui est responsable des Égyptiens à l'étranger est une femme ministre. Non seulement c'est une femme ministre, mais elle est copte. En plus, elle a 40 ans, 42 ans. Donc c'est un exemple magnifique qui répond à pas mal de... Mais j'ajouterais que our National Security Advisor, hein, donc notre... on dit ça en bon français, le conseiller pour la sécurité nationale. Voilà, notre conseillère pour la sécurité nationale est une femme. Donc c'est quand même un métier qui n'est pas normalement occupé par des femmes, mais c'est une femme. Notre ministre de la coopération internationale est une femme. Je suis en train de... Il y en a d'autres. Notre consul général à Paris est une femme. On a beaucoup d'ambassadeurs femmes. Moi, je me rappelle que en 98, j'étais à Paris et notre ministre des Affaires étrangères disait en fait, c'était pas notre ministre des Affaires étrangères, c'est le directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères qui disait à son homologue français: vous avez combien de femmes diplomates? Ah non, nous on fait mieux. On est à... Bon, aujourd'hui on est à 25%. Il y a 2 ans, la promotion des jeunes diplomates, donc qui venaient de joindre le ministère des Affaires étrangères, était majoritairement femmes. Donc il y avait plus de femmes que de garçons. Donc là-dessus, vraiment, il n'y a pas de problème majeur. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est cette tendance islamiste qui souhaite dégrader la femme dans la société égyptienne. Et c'est là où il faut faire un effort. Moi, personnellement, j'ai rien contre. Je veux dire, vous faites ce qui vous semble bon. Votre tenue vestimentaire, vous voulez être voilé, c'est votre problème. Vous voulez être avec la burqa, c'est votre problème, du moment que si vous rentrez dans un endroit et on vous demande, pour des raisons de sécurité, vous êtes coopératif, faites ce qui vous semble bon. Et vous ne devrez pas ne pas avoir la tenue que vous souhaitez si jamais, par exemple, entre la Gay Pride et, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais si la société accepte que mes enfants de 8 ou de 10 ans voient la Gay Pride passer, vous ne devrez pas être vexé par quelqu'un qui porte une tenue bouddhiste ou une burqa. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je ne partage pas cette burqa ni cette tenue. Mais je peux comprendre que c'est une question personnelle, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a de plus en plus, de moins en moins? Je dirais qu'on est aujourd'hui, c'est comme si vous avez fait pause. C'est comme si on ne voit plus, mais ce n'est pas nécessairement moins. C'est comme si on stagnait un peu. Mais il y a quelques années auparavant, c'était extraordinaire. Il est vrai aussi que, encore une fois, je risque de vexer quelques femmes avec cette caméra qui tourne, mais les raisons peuvent être nombreuses pour une tenue vestimentaire. Okay. Et je vous dirai plus en détail tout à l'heure, mais les raisons peuvent être nombreuses.
il y a également ce fait que parfois, dans quelques régions, dans les banlieues, si une dame n'est pas voilée, elle est mal vue. Elle est vue en tant que femme facile. Et parfois, c'est une sorte de protection. Mais ce n'est pas vraiment par conviction. Donc, il y a une multitude de raisons et il y a beaucoup de... Là-dessus, il y a un peu de travail quand même. Anne faisait allusion au harcèlement sexuel éventuel dont sont victimes une partie des Égyptiennes. C'est un vrai sujet? C'est un sujet. C'est un sujet. Ça dépend où. Mais c'est un sujet. Je ne peux pas le nier. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus généraliser. C'est dans quelques zones géographiques. Et il est vrai qu'après la Révolution, quand je vous disais, on se levait tous les matins pour voir des gens qui se jetaient des cailloux, l'État était inexistant. Et quand vous n'êtes pas assez mûr, votre appréciation de la liberté diffère énormément. Oui, bonjour, donc Pierre-Alain Laffi. Je me pose une question sur les migrants et j'aimerais avoir votre avis. La politique d'accueil actuellement des différents pays consiste, donc elle est tout à fait légitime d'un point de vue humanitaire, mais d'un point de vue économique, elle va avoir ses limites et ça correspond un peu à l'objectif de Daesh qui est de déstabiliser ces pays. Ne serait-il pas plus judicieux, donc, dans un deuxième temps, maintenant que Daesh a montré qu'il n'était pas infaillible, de créer des territoires sécurisés dans les pays, effectivement, qui sont quand même un petit peu à risque, où on créerait des centres d'hébergement, justement, non pas pour dissuader les migrants de venir dans les pays d'hébergement, mais pour les inciter à rester près de leurs racines, d'une part, et d'autre part, ça aurait un avantage important qui permettrait, donc avec les mêmes moyens, de créer beaucoup plus donc, de facilités d'accueil dans la mesure où il y a un décalage important au niveau des coûts de la vie entre ces pays hébergeants et ces territoires où on pourrait créer des centres d'hébergement beaucoup plus accueillants. Bon, on a toujours ce défi des capacités. Tous les gouvernements ont des problèmes financiers et des vrais défis. Est-ce qu'on est prêt à payer? Ce qui est sûr, c'est que si on investit quelques milliards dans ces pays qui font exporter cette immigration vers l'Europe, elle ne viendra pas. Mais est-ce qu'on les a, ces milliards? On ne peut pas dépenser des milliards en Europe, que l'Europe dépense des milliards pour sécuriser d'une part militairement ces territoires. C'est pas la peine de dépenser 1 euro militairement. Oui, si vous allez faire vraiment du développement dans ces pays, les gens vont rester chez eux. Ils vont préférer rester chez eux et rester avec leur famille et vivre chez eux. Mais malheureusement, ils ne voient pas un avenir. Donc, si on arrive à investir vraiment chez eux, on va les occuper chez eux. Vous avez une multitude de raisons qui ont mené à cette situation, mais il y a un immigrant qui va venir chez vous en considérant qu'il a tout le droit de venir chez vous. Parce que la France a occupé mon pays depuis 45 ans et ils ont pris nos ressources naturelles. Bon, ça c'est une version. Il y a un autre qui va dire, moi je suis qualifié, je pourrais être très compétitif en allant en France. Mais tous ces gens-là, je veux dire, ils seront prêts à rester chez eux si jamais les conditions sont réunies pour qu'il ait une vie. Alors bien sûr que oui, mais on n'a pas ces moyens. Nul n'est prêt à payer des sommes considérables pour que les gens restent chez eux. Et il est vrai que chaque gouvernement a ses défis, ne pourra pas trouver facilement 10 milliards d'euros pour... chaque pays ne pourra pas facilement trouver 10 milliards d'euros pour les investir. Mais si on investit
100 milliards, si le monde investit 100 milliards en Afrique, demain, bon, je vous dis, il n'y aura pas d'émigration, probablement. Ou il y aura un niveau tout à fait soutenable, acceptable. Quelle est l'ampleur de l'émigration égyptienne? Alors, nous, on a 5 millions d'émigrants chez nous. OK? Alors, 10 000, oui. Donc, de la région. Installés en Égypte. Voilà. Et on ne reçoit rien pour eux. On n'est pas, je veux dire, et ils ont droit à tout ce qu'un Égyptien, auquel l'Égyptien a droit. Donc ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation des enfants, tout subventionné, tout comme les Égyptiens. Parmi eux, je dirais qu'il y a 500 000 Syriens nouveaux, mais on a beaucoup de Soudanais, on a beaucoup de... Et en ce qui concerne les Égyptiens à l'étranger, je crois que c'était ça votre question, oui. On avait en Libye 2 millions, donc aujourd'hui il nous reste quelques centaines de milliers, mais personne ne pourra vous donner le chiffre. On a plus ou moins 3 millions dans les pays du Golfe. Depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. Et peut-être 1 million ailleurs. Donc ce qui nous ferait plus ou moins 5 millions aujourd'hui. Il y a en somme une faible tradition d'émigration des Égyptiens. Oui, mais avec cette explosion démographique, moi je crois que c'est en train de s'amplifier. Même si parfois, bon, je vais vous dire, chez nous en Égypte, il y a un vrai problème, tout le monde souhaite vraiment travailler pour le gouvernement. Chez nous aussi, hein. Et personne n'est prêt à s'aventurer. Et moi, je me rappelle, j'avais un chauffeur, un excellent chauffeur, qui, vous lui dites, on bouge à 7h30, il est là à partir de 7h. Sa voiture, elle est vraiment propre, il est vraiment discret. On essaye, mon assistante essaye de lui demander de savoir où est-ce qu'on se trouve maintenant. Il dit rien, il est vraiment... Et un vrai travailleur, jusqu'à 10h du soir, il dit jamais quoi que ce soit. Et il était payé 3000 livres dans ce centre-là. Son souhait était d'être engagé par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, c'est quelqu'un qui était payé 3000 livres et qui rêve d'être payé 700. Parce que il souhaite avoir cette sécurité qui va avec l'emploi gouvernemental. Et moi, je lui dis, mais si toi, avec toutes ces qualités, tu veux aller travailler dans le gouvernement, mais ça me dépasse. Et effectivement, quand on a discuté un peu, il s'est rendu compte que non, il ne fallait pas qu'il travaille au gouvernement et qu'il allait acheter une assurance privée de son gros salaire pour compenser ce manque d'allocation ou de... Mais moi j'étais là, on en a discuté longtemps et j'ai pu le convaincre. Les autres, il n'y a personne. C'est vraiment des gens qui se disent, qui répètent la même chose et que oui, on veut travailler pour le gouvernement. Alors après, vous avez des jeunes qui viennent ici en Europe en nageant, presque, avec des barques... Et moi, je suis choqué parce que vous avez quelqu'un qui a fait des vraies dettes. Il a dépensé 10 000 euros pour venir ici, en France, par exemple, pour travailler en France. Il n'est pas anglophone, il n'est pas francophone, il n'est pas qualifié. Et il a une idée que, voilà, on l'attend vraiment. Ah, vous êtes l'Égyptien, super. Non, mais c'est pas aussi, je veux dire, c'est pas aussi facile, mais les gens viennent en croyant que, voilà. Et il est vrai que on a quelques villages en Égypte
où on n'utilise que l'euro. La dot est en euros, les terrains se vendent en euros parce que vous avez une population. Donc, on a beaucoup d'émigrés en Italie et il y a un village qui s'appelle Milan. Donc, et là, tout se vend en euros. Les gens. Donc, si vous êtes un habitant de ce village et vous voyez les autres, vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est d'aller en Italie demain. Parce que certainement, vous allez avoir le même... Bon, ici en France, on a un équivalent, un autre village, et il y a un monsieur, par exemple, qui est venu là depuis 30, 40 ans. Les choses étaient différentes. Il est devenu... il travaillait dans le marché de Rungis, et après, il est devenu un des plus grands grossistes, si vous voulez, de légumes, de fruits et de légumes. Et tous les autres s'attendent à ce que s'ils partent en France, certainement ils seront comme lui. Donc il faudra partir et très rapidement. Donc il y a cette motivation de vouloir immigrer, mais quand vous voyez les sommes que ces gens-là dépensent pour arriver ici en tant qu'individus illégitimes, vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que... Parce qu'avec 10 000 euros, moi je pourrais avoir un petit projet en Égypte. Est-ce qu'on est vraiment rationnel? Pas toujours. Oui, je voudrais vous parler des minorités en Égypte. Je crois qu'il y a à peu près une minorité de 10% de Coptes. L'image qu'on en a ici, à travers ce que nous en disent nos journaux, c'est que ce sont plutôt des citoyens de seconde zone. Alors, est-ce que c'est vrai? Quel est votre point de vue sur cette question? Moi, élève des jésuites, je vous dirais que c'est pas vrai du tout. Puisque, au contraire, je vous dirais que une partie importante de la bourgeoisie égyptienne, donc, c'est les Coptes. Boutros Ghali, malheureusement, qu'on a perdu dernièrement, était un Copte, était un ministre, mais était également la personne que l'Égypte a décidé de présenter en tant que candidat pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Si on a décidé de le présenter en tant que candidat pour les Nations Unies, c'est pas vraiment... moi, je vous dirais également que le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a fait un précédent puisqu'il a été à l'église copte pour le Nouvel An copte à 2 reprises consécutives, chose que c'est encore un précédent qu'aucun président égyptien a fait. Non seulement il a été pour leur souhaiter le Nouvel An copte, mais il a pris la parole en disant « Chers amis, je vous dois des excuses, mais vous savez nos défis, vous savez nos défis économiques. Donc on n'a pu reconstruire que 60 des 74 églises qu'on vous avez démolies en 1 an. Veuillez accepter mes excuses et je vous promets qu'on va construire les autres très rapidement. » Donc avec nos défis économiques, reconstruire 60 églises en 1 an, c'est vraiment un message très fort en ce qui concerne la place qu'occupent les Coptes d'Égypte aujourd'hui dans l'État égyptien. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Si vous le permettez, Monsieur l'ambassadeur, pour notre ami, je voudrais ajouter que l'un des plus grands groupes égyptiens, Orascom, appartient à des Coptes. Et il y a d'autres grands groupes égyptiens qui sont dirigés, propriétés, ou qui ont des grands dirigeants qui sont Coptes. Merci. Merci infiniment.